le retour de la guerre se situe au cœur de l'Europe, au centre de l'Europe. Et Mackinder disait, qui contrôle le centre de l'Europe contrôle l'Europe, et qui contrôle l'Europe contrôle l'ensemble de l'Eurasie. Et donc ce qui se joue, c'est qui va prendre cet espace entre l'Allemagne et la Russie. Ça a toujours été le point névralgique de la géopolitique en Europe. C'est le point de passage, c'est ce que Timothy Snyder appelait la terre du sang, les terres de sang. C'est là où il y a le plus grand massacre, notamment de juifs, mais pas seulement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette guerre, elle a immédiatement métastasé partout. Et l'utilisation de la violence à ce niveau de violence, on arrive à la 5e année de guerre, là, dans quelques semaines, on rentre dans la 5e année. C'est plus long pour les Russes que la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Et 1,5 million de tués et de blessés des deux côtés. C'est absolument gigantesque. C'est une ligne de front de 1200 km. 1 million de soldats déployés. C'est incroyable pour ceux qui avaient vécu la guerre froide et l'idée qu'on ne toucherait plus à rien. Ben si, on touche, justement. Elle était évitable, cette guerre. Moi, je ne cessais de dire que ça pouvait être évité, y compris dans les jours qui ont précédé l'invasion. Car le problème, on le connaissait depuis l'automne 91, donc juste avant la dislocation de l'ex-URSS et l'indépendance de l'Ukraine, la question de savoir comment se passerait la relation entre l'Ukraine et la Russie, c'était la question clé. Les Russes voulaient garder l'Ukraine dans le giron, dans une communauté d'États, etc. Et puis, en Ukraine, pays très complexe, avec une partie russophone, d'origine russe, colonisée par Catherine II, aussi bien la Crimée que le Donbass, puis une partie ouest, autour de Lviv, etc., qui, lui, cette partie-là, très influencée par 600 ans, quand même, de présence polonaise, sans parler... l'Empire austro-hongrois aussi. Bien sûr, et puis sans parler aussi des Scandinaves et de l'Allemagne. Donc cette partie occidentale de l'Ukraine est très européenne, l'autre partie est moins européenne. Et donc c'est une relation très complexe, y compris dans la littérature, dans les arts, dans les familles, beaucoup de mariages entre Ukrainiens et Russes. Donc c'est juste très complexe, et c'est pas du tout le scénario 39-40, à mon avis, c'est bien plus avec l'évolution de la guerre, parce que la guerre, c'est jamais linéaire. Une guerre, elle change. Avec le temps, avec les technologies. Regardez la place des drones aujourd'hui dans la guerre. Cette guerre a changé la guerre. Voilà, la guerre évolue avec la technologie, elle change. Ouais, c'était le cas déjà précédemment. L'arrivée des chars, par exemple, à la fin de la Première Guerre mondiale, ça a changé aussi le cours de la guerre. On utilisait des armes chimiques, etc. Donc cette guerre, elle a changé, elle a évolué, et elle a des retombées partout, de façon très nette. On retrouve, regardez ce qui s'est passé ensuite au Moyen-Orient, on retrouve les mêmes acteurs. On retrouve les contournements des sanctions du pétrole. On retrouve des drones ukrainiens en Afrique. Bien sûr. Contre les forces de Wagner. Voilà. Donc tout ça est essaimé, si j'ose dire. La guerre est essaimée partout, nombre de conflits considérables, nombre de gens bougés considérable. On est dans cette situation-là, et malheureusement, sans perspective immédiate d'en sortir, alors que depuis au moins 2 ans, tout le monde sait que les bases de la solution sont là. Je me souviens que le chef d'état-major américain à l'époque, le général Milley, et le chef d'état-major ukrainien avait dit fin 2022, Zaloujny, qui ensuite a été déménagé pour ça d'ailleurs à l'ambassade de Londres, l'Ukraine ne peut pas regagner militairement les territoires occupés par les Russes. Donc il n'y a pas de victoire militaire possible pour l'Ukraine. A l'inverse, il n'y a pas de victoire militaire aussi possible pour les Russes, parce qu'on ne prend pas un pays plus grand que la France, même avec les 400 ou 500 000 hommes actuels qui ont beaucoup de mal à avancer, dans cet environnement totalement contrôlé par les drones aujourd'hui. Vous avez rencontré Poutine, et je crois que Poutine avait mis le holà sur l'Ukraine, c'est-à-dire que l'avancée de l'OTAN ne pouvait pas se faire sur l'Ukraine. C'est la raison principale du conflit. La raison principale du conflit, c'est que les relations entre les Américains et les Russes, et les Occidentaux et les Russes, se sont détériorées. Dès le début, dès l'indépendance ukrainienne,
il y avait des problèmes sur la table. Les Russes voulaient garder l'Ukraine dans le giron avec la Biélorussie. Les Ukrainiens ne voulaient pas. Et puis, il y avait quand même des problèmes très, très complexes. 5000 armes nucléaires soviétiques étaient encore sur le territoire ukrainien. Et la grande trouille de tout le monde à l'époque, c'était que certains en Ukraine puissent les vendre, notamment au Moyen-Orient et ailleurs. Donc il fallait mettre le contrôle sur ces armes et les renvoyer en Russie. Ce que ne voulaient pas les Ukrainiens. Ils avaient bien compris que c'était leur assurance vie, sauf qu'on les a forcés. Et donc il y a eu l'accord de Budapest 4 ans après, en 1994. En 1994, les Ukrainiens acceptent de rendre ces armes, entre guillemets, rendre à la Russie, État successeur de l'URSS. En plus, ils ont l'obligation de rejoindre le traité de non-prolifération, et en échange, ils ont les fameuses garanties de sécurité dont on parle tellement aujourd'hui. C'était quoi ces garanties de sécurité? Dans mon livre, je publie la lettre de François Mitterrand. Donc il y avait les garanties des 5 grands, et la lettre de François Mitterrand tient en un paragraphe: si jamais il se passe quelque chose, on ira au Conseil de sécurité. Autrement dit, ça ne valait rien du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Zelensky insiste sur des garanties de sécurité. C'est une des clés de l'accord. De la négociation. L'autre grand dossier qu'il y avait sur la table, c'était le sort de la flotte russe à Sébastopol, donc en Crimée. Et moi, j'ai vu les bateaux ukrainiens et russes amarrés l'un à côté de l'autre. C'était une époque où ça avait été réglé. Mais ensuite, il y a eu, le grand ratage de la révolution libérale russe dans les années 90. Il faut dire qu'on ne les a pas beaucoup aidés non plus. Mitterrand avait essayé de convaincre les Américains d'aider les Russes, mais les Américains avaient d'autres chats à fouetter, il y avait d'autres sujets. Et globalement, on considérait que la question russe était réglée. C'était un pays puissance moyenne, comme allait dire plus tard. Obama disait c'est puissance. Et mon ami le sénateur McCain disait la Russie c'est une espèce de grosse station-service avec des bombes atomiques. Donc il y avait une espèce de mépris qui a été très mal pris par quelqu'un qui arrive au pouvoir à la fin des années 2000. Il arrive au pouvoir en 99-2000, c'est Poutine. Et Poutine n'a qu'un objectif, c'est redonner à la Russie sa place de superpuissance à l'égalité avec, c'est leur obsession, des États-Unis. Et alors Poutine, qu'est-ce qu'il vous dit quand on parle de lui? Bon, il y a eu... Vous le rencontrez? Oui, alors bien sûr. Ça se passe assez mal avec l'Ukraine dès 2003, puisque c'est Yushchenko, au bout de trois élections, il réussit à être président, en se faisant empoisonner par le KGB. Enfin, très, très rock'n'roll, cette période. Qui là vient d'être accusé de corruption, là. Ou Yulia Yushchenko. Ah non. Ah non, vous parliez de... Non. Yushchenko, c'est celui qui a été grêlé par... Pardon. Vous savez pas. Non. Là où vous parlez, c'est de Madame Tymoshenko. Tymoshenko, pardon. Qui a été en prison, en effet, à un moment, pour corruption, qui était connue comme la Madame le Gaz. C'est elle qui prenait le gaz russe. C'est ça. Les commissions... Non, mais elle est à nouveau sur la sellette. La corruption, malheureusement, c'était une espèce de donnée en Ukraine. Et les Russes en profitaient, bien sûr. Pour garder la main dessus. Arrive 2003, donc la première élection présidentielle des révolutions oranges, Yushchenko est élu, et puis la deuxième arrivera. Alors après, ils se disputent pendant une dizaine d'années. Il faut bien voir que ça a été extrêmement mal géré, l'indépendance ukrainienne. Plus de 10 millions d'Ukrainiens sont partis, ils crevaient de faim quand même, uniquement par mauvaise gestion et corruption. Et puis arrive 2013, 10 ans plus tard, donc 2013-2014, le renversement du pro-russe Yanukovych, et le deuxième Maïdan, où j'étais également. Et juste au milieu de ça, il y avait une troïka européenne qui essayait de signer un accord d'association avec l'Ukraine. Et c'est à ce moment-là où j'accompagne Fillon à Valdai, que j'ai un tête-à-tête avec Poutine, et je lui demande « Mais qu'est-ce que vous allez faire de l'Ukraine ?» Et il me dit l'Ukraine ne partira jamais, et si elle part, je la détruirai. Et même chez Solzhenitsyn, ce qu'il faut comprendre, c'est que même des gens comme Solzhenitsyn n'imaginaient pas une seconde que l'Ukraine quitte le giron russe. En tout cas, certainement pas la partie qu'ils appellent Novorossia, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée, considérés comme russes. Le reste, on veut bien, c'était polonais, c'était... Mais pour les... Je ne connais pas de Russes qui ne considèrent pas que c'est... L'Est du Dniepr. Voilà. Et donc, même Navalny, avant d'être tragiquement emprisonné et ensuite tué, Navalny lui-même... Il avait soutenu l'annexion de la Crimée, d'ailleurs.
absolument. Oui. Donc voilà, cette situation-là. Donc arrive au milieu de tout ça, Poutine, qui commence à alerter les Occidentaux en disant votre système unipolaire, ça ne marche pas. Il y a ce discours à Munich en 2007 où il surprend tout le monde en étant extrêmement virulent contre les Américains, alors que les Américains pensaient que c'était réglé. Alors, tout le monde le regarde d'un air incrédule. Et puis arrive l'année suivante, le sommet de Bucarest, où là le fils Bush, contrairement à son père, le père, comme Mitterrand, ne voulait pas d'Ukraine séparée de la Russie. Il avait compris qu'il y avait là une source de guerre. Le fils, lui, voulait terminer son mandat en terminant l'élargissement aux frontières de la Russie avec l'Ukraine et la Géorgie. Et donc, à l'issue du sommet, pendant le sommet, Sarkozy et Merkel disent à Bush, il ne faut pas faire ça parce qu'il y aura la guerre. Et puis après, ça se termine par un communiqué alambiqué où on dit que l'Ukraine et la Géorgie ont vocation à rentrer dans l'OTAN, mais pas tout de suite. Autrement dit, les Russes sont convaincus que ces deux pays vont rentrer dans l'OTAN, mais les deux pays ne sont pas protégés. 4 mois plus tard, l'armée russe rentre en Géorgie, Nicolas Sarkozy interrompt ses vacances et se précipite à Moscou, puis à Tbilissi pour arrêter le conflit. Petit à petit, on voit émerger un contre-système post-occidental. Et c'était ça qui était dans la version initiale de mon livre, en disant attention, les Américains qui arrivent, c'est-à-dire l'équipe de Trump, va être encore plus rude par rapport à nous, les Européens. On va être les grands perdants, les grands cocus de cette histoire, ça va être l'Europe de l'Ouest. Et c'est ce qui se passe. Sauf que, et ça c'est ce que je mets dans ma postface dans l'édition de poche, c'est que j'avais sous-estimé l'ampleur de la révolution trumpiste. Parce que Trump, c'est pas seulement la doctrine Monroe, c'est que l'Amérique avec Trump est devenue révisionniste, exactement comme les Chinois ou les Russes. Quand le système international ne me convient pas, je m'assois sur le système international. Je veux garder l'Ukraine, je fais la guerre en Ukraine. Je veux Taïwan, je fais un blocus total de Taïwan, histoire de montrer que vous ne pouvez pas entrer. J'ai besoin du Groenland, je prends le Groenland. J'ai besoin de Panama, je prends Panama. Et le Venezuela m'ennuie, j'enlève le dirigeant du Venezuela. Et on est dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'on a maintenant une tripartition du monde, de retour des grands empires, à la recherche des terres rares, du pétrole, du gaz, mais sans même se cacher. Et au milieu, vous avez une bande de lapins européens qui continuent à faire des normes, écrire des normes, et qui ne pensent qu'à une chose, c'est l'élargissement. On est en train, par exemple, la dernière en date de la Commission, moi je critique ça dans le livre, que l'élargissement soit l'horizon indépassable de l'Europe, c'est une dinguerie, c'est une folie. Au contraire, il faut rassembler les plus forts et essayer de leur donner une capacité de défense efficace. Non, on va élargir à 40 pays, on va prendre tous les Balkans, on va prendre toutes les zones de guerre possibles, y compris la Géorgie, allons-y. Et l'Ukraine aussi, l'Ukraine dans le cadre du processus de paix. Sans penser aux agriculteurs et les catastrophes que ça oui, peut... bien entendu. Mais, je pense à ça, parce que c'est d'actualité. Pour les agriculteurs, c'est évidemment catastrophique, mais ils ne sont absolument pas capables de rentrer dans l'Union. Il faut d'abord guérir la maladie de la corruption qui a explosé pendant la guerre. Enfin, je veux dire, regardez où on est. Zelensky était obligé de se séparer de la plupart de ses ministres, qui avaient tous pris de l'argent. La question des armes aussi, les 600 000 armes qui ont disparu depuis 2022. Il y a beaucoup d'évaporation, ça c'est sûr. Et puis, Yarmak, évidemment. Et 200 000 déserteurs reconnus dans l'armée ukrainienne. Donc on a une situation qui ne peut pas durer très longtemps. Il vaudrait mieux essayer de calmer tout ça avant que l'Ukraine ne perde davantage. Bien sûr. Mais on est dans ce moment où la situation en Europe n'est pas du tout réglée. Elle est, à mon avis, elle va entraîner pour les Européens de l'Ouest de très graves déconvenues, et on va se rendre compte que l'Union européenne risque de ne pas survivre à ce qui est en train de se passer. Il faut toujours se rappeler l'histoire. L'histoire, c'est que le marché commun, la CECA, la conférence de Messine en 1955 n'ont été possibles que parce que la question du réarmement de l'Allemagne avait été réglée l'été précédent, en 1954, à l'Assemblée nationale française. Donc, ce qui s'est passé dans les années de la guerre de Corée et de la guerre froide, c'est que les Américains sont revenus en Europe, la charte atlantique signée en 1949 est devenue une alliance militaire,
Et à partir du milieu des années 50, un socle de sécurité a été bâti en Europe de l'Ouest, où les Américains étaient présents avec 300 000 GIs et plusieurs milliers d'armes nucléaires. C'est sur cette base-là qu'on a construit le traité de Rome. D'abord la conférence de Messine, 55, puis la CK, 57, puis le traité de Rome. Et l'Union européenne n'existe que parce que le socle de sécurité était assuré par les États-Unis. Si les Américains retirent le tapis, il se passe quoi? Qui est-ce qui prend la charge de la sécurité de l'Europe? C'est ça la grande question qui est devant nous, et c'est ça qui explique d'ailleurs l'espèce de cacophonie, d'hésitation, de panique, sommet à répétition, coalition des volontaires, jusqu'à envoyer 30 types au Groenland pour dire, soi-disant pour stopper les Russes et les Chinois, mais en fait pour dire aux Américains, s'il vous plaît, ne venez pas attaquer un pays membre de l'OTAN, parce qu'on risque de ne plus avoir d'OTAN. Donc là, on est devant une contradiction terrible en ce moment. Quant au dossier d'actualité très chaud aujourd'hui au Groenland, c'est très amusant aussi. Moi, qui était président de l'Assemblée de l'OTAN quand même, je connais un tout petit peu la boutique, c'est assez cocasse d'être dans une situation où on envoie des soldats pour dissuader les Américains d'arriver quand même, tout en disant que ces soldats ne sont pas là pour ça. Alors que les Américains sont déjà là, ils ont une base. Je vais vous en dire un mot de là-bas. Non, c'est un truc de fou, parce qu'on envoie des types, très peu, une trentaine de soldats. 15 Français, 13 Allemands, 2 Norvégiens. Mais pour dire aux Américains, alors ceux-là, ils sont censés protéger le Groenland contre les Chinois et les Russes, officiellement. Mais en réalité, c'est pour dire aux Américains, s'il vous plaît, ne pas attaquer. Imaginez que l'autre passe outre. On va demander l'article 5 contre le leader de la guerre. C'est une situation presque inédite, parce qu'il y a quand même la guerre entre la Turquie et la Grèce au sujet de Chypre, qui étaient deux puissances de l'OTAN. Bien sûr. Mais pas mêlant le président des États-Unis. Non, bien sûr. Ouais. Donc c'est très... Bon, en plus, Chypre n'est pas dans l'Alliance. Non. Mais le Groenland, j'ai découvert ça, a voté en 1982, lors d'un référendum, a voté à 53% contre son adhésion à l'Union européenne. Donc quand on dit que les intérêts stratégiques, comme le dit Jean-Noël Barrot, de l'Union européenne, c'est le Groenland, c'est pas vrai. Enfin, la population avait voté contre. C'est une longue histoire. Le Pentagone a toujours revendiqué le Groenland, puisqu'il savait très bien que c'est une zone stratégique. Il y avait plein de bases américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, même avant. Il y avait même les Allemands essayaient d'y prendre pied, d'y mettre pied pour des stations météo. Et c'est là que passaient les sous-marins. Voilà. Donc, pendant la guerre froide, il y a eu plusieurs choses que j'ai révélées d'ailleurs sur CNews. Je me suis beaucoup amusé. La première, c'est que la base au nord de Thulé, Pitufik. Voilà, Pitufik en langage inuit. Cette base-là a connu un léger incident en janvier 1968. Un B-52 porteur de 4 bombes thermonucléaires s'est crashé à l'atterrissage à Thulé. Les Américains ont retrouvé 3 bombes, la 4e est toujours dans la glace. Et dans le musée ce qui tient lieu de musée dans cette base américaine, il y a encore la porte du B-52 en question. Il y a eu un feu, heureusement ça n'a pas déclenché la réaction thermonucléaire, mais enfin la bombe elle est toujours dans le sol, et il y a eu des radiations à cause de l'incendie de l'avion dont personne n'a parlé, les Danois non plus. Donc les Inuits ont déjà payé ce prix-là. Et puis alors il s'est passé une deuxième chose au Groenland, à peu près en même temps. À partir de 1959-60, les Américains décident, tenez-vous bien, de construire une base de missiles sol-sol nucléaires au Groenland. Donc, dans des tunnels souterrains, sous la glace. Et ils construisent une deuxième base qui s'appelle le Camp Century, sur un territoire, tenez-vous bien, qui fait 3 fois la taille du Danemark, avec 600 missiles espacés de 6 km. Et dans la base, il y avait tout, une chapelle, un magasin, tout, et un réacteur nucléaire pour faire marcher l'ensemble. Les Américains pensaient que tout ça allait s'enfoncer dans la glace.
Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme ça s'est enfoncé, mais ça a en même temps amené les tunnels à s'enfoncer eux-mêmes, y compris au-dessus de la centrale nucléaire. Donc, à partir de 66-67, ils ont arrêté ça complètement. Ils ont rapatrié tout le monde, mais ils ont laissé 200 000 litres de diesel, tous les déchets radioactifs et tout le méthylène qui protégeait les condensateurs, la peinture. Donc énormément de pollution à l'intérieur de cette base, cadeau, dont personne ne parle. Donc, votre serviteur a ressorti tout ça. Il est parti parce que je suis allé, moi, là-bas. J'ai vu l'installation américaine. Donc là, on est dans une situation complètement ubuesque. Donc on comprend que les Groenlandais n'aient ni envie des Danois, ni des Américains, en fait. Bah, les pauvres, ils sont au courant de ça. Oui, mais enfin, en même temps, ils sont très riches, ils sont assis sur beaucoup de richesses. Donc je ne sais pas comment ça va se solder. Une des solutions possibles, naturellement, c'est de renforcer le traité de défense de 1951 entre les États-Unis et le Danemark. C'est le traité de 51 qui leur a permis de construire tout ça. Ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. L'autre option, c'est de trouver un statut de territoire associé. Il y a 5 territoires, comme vous le savez, associés aux États-Unis, donc Porto Rico, les îles Marshall, Guam, etc. Donc ils peuvent parfaitement faire ça. Ou alors ils font ce que Trump veut, c'est je veux, ça c'est mon territoire. Et ce qui, après tout, c'est ce qui s'est passé avec l'Alaska, la Louisiane et quelques autres, et une bonne partie du Mexique.